Bonjour et bienvenue dans ce 8e épisode de notre série consacrée à l'intelligence. Aujourd'hui, nous allons explorer l'impact de la génétique sur le quotient intellectuel. Dans un premier temps, nous reviendrons sur les bases essentielles de la génétique afin de bien comprendre les mécanismes en jeu. Nous nous intéresserons ensuite aux principales méta-analyses portant sur les corrélations de quotient intellectuel chez les jumeaux. Et enfin, nous ferons le point sur les découvertes les plus récentes concernant les gènes associés à l'intelligence à travers notamment les grandes études GWAS. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. L'espèce humaine, comme toute espèce vivante, est caractérisée par son ADN. L'ADN, c'est quoi? L'ADN, ça va représenter l'entité qui va nous permettre de créer un être humain et également de décrire son fonctionnement sous toutes les coutures. Donc l'ADN, c'est vraiment l'entité fondamentale pour décrire le vivant. Et on va essayer de comprendre un petit peu plus en détail de quoi il est composé. Et vous allez voir que ça va être très utile par la suite. Alors, l'ADN, qu'est-ce que c'est? L'ADN, ça va simplement être un ensemble de chromosomes. Donc, vous n'êtes pas sans le savoir, vous avez dans chacune de vos cellules 23 paires de chromosomes. Ces 23 paires de chromosomes, vous en avez la moitié en provenance de votre père et la moitié en provenance de votre mère. Donc, si on met toutes ces paires de chromosomes les unes à la suite des autres, ok, donc on va avoir comme un très très grand bâtonnet, eh bien, on va avoir l'ensemble tout simplement de notre ADN. Donc, chaque chromosome, c'est une portion de notre ADN. Alors, si on regarde la structure de plus près, en réalité, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver cette structure. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a tout d'abord une base azotée, ok? Donc ça peut être A, T, C ou G. Donc adénine, thymine, guanine ou cytosine. Et sur les extrémités ici, vous avez en fait tout simplement l'ossature de l'ADN. Donc là, on a une représentation qui est compacte de l'ADN, mais il faudrait l'étirer pour retrouver les extrémités, donc l'ossature. Et l'ossature, c'est tout simplement une base c'est du phosphate et du sucre. Et vous avez l'ensemble qui va former ce qu'on appelle un nucléotide. Okay, donc un phosphate, une base azotée, un phosphate plus un sucre, ça va former tout simplement un nucléotide. Alors ensuite, au niveau des gènes, qu'est-ce que c'est qu'un gène? Eh bien un gène, ça va être une succession de nucléotides, tout simplement. Okay, donc à partir de ce gène, on va pouvoir faire deux choses. Soit on va produire un ARN fonctionnel, soit le gène va permettre de produire une protéine. Donc ça passera par l'étape de l'ARN, mais au bout du compte, le gène va permettre de produire une protéine. Donc on va revenir un peu plus en détail juste après exactement comment ça fonctionne. À savoir que pour former un gène, la séquence de nucléotides dont on va avoir besoin, ça va être entre 1000 à peu près nucléotides et en moyenne plus de 300 000. Et vous en avez des très très longs gènes où ça va aller jusqu'à 2 millions de nucléotides pour former le gène. Okay, donc vous pouvez vous représenter en fait l'ADN comme ça, comme une très 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 grande longue série de nucléotides. Et ici, vous prenez un emplacement particulier sur l'ADN, okay, donc un emplacement précis, c'est ce qu'on va appeler un locus. Et au pluriel, on va appeler ça un loci. Donc je vous le dis parce qu'on va en avoir besoin plus tard, notamment lorsqu'on va parler de ces fameuses études GWAS. Donc le locus, c'est un petit peu l'adresse sur l'ADN, tout simplement. Alors le locus peut également représenter un ensemble de nucléotides. Parfois, on va parler de locus dans le sens où on va faire référence à un emplacement précis, et parfois, on va également faire référence à un ensemble de nucléotides. Et en gros, ce sera le cas notamment lorsque cet ensemble sera soit transmis ensemble, soit s'il fait référence en gros à un trait en particulier. Okay, dans ce cas de figure, donc le locus va être une zone plutôt qu'un endroit précis sur l'ADN. Alors, chaque gène qui va être positionné sur l'ADN va avoir un rôle bien précis pour l'espèce humaine. Okay, cela étant dit, les individus vont avoir ce qu'on appelle des allèles en particulier. Donc, un allèle, c'est c'est l'emplacement du gène. Okay, donc, ça va être exactement le même ensemble de nucléotides qui correspondent au gène. Mais de temps en temps, il va y avoir des variations dans ce gène. Okay, c'est-à-dire qu'en gros, on va avoir parfois une différence au niveau d'un des nucléotides. Et cette différence, eh bien, ça va entraîner une version particulière de ce gène. Et c'est cette version particulière qu'on va appeler un allèle. Donc ça, c'est également la terminologie qu'on retrouve constamment. Comme ça, c'est bien de savoir à quoi ça correspond. Et donc ensuite, là, sur les allèles, vous pourriez avoir par exemple une séquence ATTC, okay, et sur un autre allèle, vous pourriez avoir ATTG. Bon, en réalité, vous avez bien compris que ça peut aller jusqu'à 2 millions de nucléotides, mais vous voyez l'idée. L'idée, c'est qu'il va y avoir quelques petites modifications au niveau des nucléotides qui va former des versions spécifiques des gènes. Donc parfois, vous aurez seulement un nucléotide qui va changer sur un gène, ça va quand même former un allèle, puisque ce sera une version particulière du gène, et parfois, vous allez avoir plusieurs nucléotides qui vont changer pour un gène. Ok, donc on va faire un petit résumé maintenant de l'ensemble de la composition de l'ADN pour voir un petit peu au niveau des ordres de grandeur à quoi ça correspond. Donc si vous prenez l'ensemble de l'ADN, ici j'ai représenté ça tel quel, okay, vous avez 1 à 2% de cet ADN qui va correspondre à des gènes codants. Donc un gène codant, c'est quoi? C'est un gène qui va être, donc c'est un ensemble de nucléotides qui va être transcrit en ARN, okay, et ça va être un type d'ARN un peu particulier qu'on appelle ARN-M.
Et cet ARN M, il va être ensuite récupéré par un autre élément d'une cellule, qui va être le ribosome. Et le ribosome va avoir pour tâche de composer une protéine à partir de cet ARN M. Il ne va pas transformer en gros l'ARN M, mais l'ARN M, vous pouvez voir ça un petit peu comme un code barre qui va être lu par le ribosome. Et le ribosome ensuite va récupérer un certain nombre d'acides aminés pour reproduire une protéine en particulier. Et la protéine, pour un individu, pour un être vivant, la protéine, c'est vraiment l'entité fondamentale du fonctionnement de toutes les réactions chimiques qui va s'opérer dans votre organisme. Okay, donc c'est responsable d'à peu près tout ce qui va se passer dans votre organisme, globalement pour faire simple. Donc c'est quelque chose évidemment de fondamental, la protéine. Et c'est notamment les protéines qui vont notamment nous permettre de composer le cerveau et également de mettre en place tous les mécanismes chimiques qui vont permettre le fonctionnement du cerveau. Ensuite, on va avoir 10 à 12% de l'ADN qui va correspondre à des gènes qui sont dits non codants. Donc un gène non codant, c'est un gène qui va également être transcrit en ARN, mais cette fois, ça ne va pas être de l'ARN M, puisque cet ARN ne va pas être transformé au bout du compte en protéine. C'est pour ça qu'on dit qu'il est non codant. Okay, donc soit un gène est codant, soit il est non codant. S'il est codant, au bout du compte, on va avoir de l'ARN M qui va être transformé, qui va être utile pour la synthétisation de protéines. Dans l'autre cas, pour les gènes non codants, on va avoir de l'ARN, mais cet ARN va avoir un rôle biologique, mais pas celui de produire une protéine. Donc on va avoir plein de types d'ARN différents. On va avoir par exemple l'ARN R, l'ARN T, l'ARN Mi, l'ARN C, etc., etc., etc. Et chacun de ces ARN va avoir un rôle bien particulier dans le fonctionnement de l'ensemble de la machine. Okay, donc par exemple, l'ARN R, c'est celui qui va composer le ribosome, qui va être en charge de produire la protéine grâce à l'ARN M. Ensuite, vous avez l'ARN T. Okay, donc l'ARN T, c'est celui qui va nous permettre d'acheminer des acides aminés pour produire la protéine. Ensuite, on va avoir l'ARN Mi et l'ARN Si. Et donc ces ARN, en fait, vont avoir un impact sur l'ARN M et va potentiellement dégrader l'ARN M de telle façon à ce que la synthèse de la protéine ne soit pas possible. Donc il va y avoir tout un tas de mécanismes de régulation. Vous pouvez voir les gènes non codants comme responsables d'ARN qui vont réguler l'expression des gènes codants, okay, et vont faire également tout un tas d'autres choses sur l'organisme, qui vont avoir des éléments régulateurs sur plein de réactions chimiques qui vont s'opérer au niveau de notre organisme. Ensuite, vous avez à peu près 40 à 50% d'ADN transcrit. Donc l'ADN transcrit, ça veut dire que c'est de l'ADN qui va être transcrit en ARN. Mais c'est un ARN dont on n'a pas encore véritablement déterminé le rôle biologique, ou qui n'a pas forcément un rôle biologique. Mais disons que, étant donné que ça n'a pas été identifié, on ne va pas pouvoir les positionner en tant que gènes, parce qu'on ne sait pas vraiment ce que ça fait. Et ensuite, vous avez également 30 à 40% de l'ADN qui n'est pas transcrit, c'est-à-dire qui ne va pas être transformé en ARN. Parmi cet ADN non transcrit, vous allez avoir une partie qui va être complètement inutile, et vous avez une autre partie qui va également avoir des utilités au niveau de la régulation et de l'expression des gènes. Ok, donc si on prend l'ensemble de tous les gènes de l'espèce humaine, on a ce qu'on appelle le génome. Okay, c'est ce qui détermine le génome. Donc dans le génome, l'ensemble des gènes en fait correspond à un allèle de référence. Okay, donc comme je vous ai dit, en fonction de la suite de nucléotides qui va composer le gène, parfois vous aurez un nucléotide qui est différent, qui va correspondre à un allèle différent. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a quand même une version de référence, puisqu'on va dire que cet allèle est différent par rapport au modèle. Voyez. Et ce modèle qui a été choisi, donc l'allèle de référence, c'est pas forcément le meilleur allèle possible, c'est pas forcément non plus l'allèle le plus courant, c'est juste qu'au moment où on a déterminé le génome, eh bien on s'est mis d'accord sur un allèle de référence à ce moment-là, et on l'a ensuite gardé pour des raisons de compatibilité entre les études. Alors, il faut savoir donc qu'on a à peu près 20 000 gènes codants, on a à peu près 25 000 gènes non codants, donc transcrits pour régulateurs, avec des rôles de régulateurs. Et on a en tout 3,2 milliards de nucléotides sur l'ADN. Donc c'est beaucoup, 3,2 milliards de nucléotides sur l'ADN. Alors le génome donc, représente, si vous voulez, un petit peu l'ensemble des gènes de l'espèce humaine, mais quand vous allez avoir une implémentation spécifique du génome, eh bien on va avoir en fait un ensemble d'allèles. Donc on va avoir des gènes qui vont être en fait les allèles de référence, okay, mais parfois on va avoir des variations, donc on aura des allèles bien particuliers pour certains gènes. Et si on prend l'ensemble de tous nos allèles, okay, ben, ça va former ce qu'on appelle notre génotype. Donc la différence entre génome et génotype, c'est que le génome, c'est l'espèce humaine, le génotype, c'est un individu en particulier avec la version de ces gènes. Alors ensuite, pour ce qui est des allèles, ça peut être intéressant de savoir si un allèle va donner un avantage comparatif, okay, par rapport à un autre allèle. Eh bien, il faut savoir que 90 à 95% des allèles, concrètement, n'ont pas d'effet particulièrement amélioratif ou d'effet qui va dégrader tout simplement le fonctionnement du gène de référence. Okay.
vous avez ensuite 5 à 9% d'allèles qui vont avoir une activité dégradée par rapport à l'allèle de référence. Donc typiquement, vous allez avoir un allèle qui va moins bien fonctionner pour un gène en particulier. On va avoir une fonction qui va être dégradée. Et dans moins de 1% des cas, vous allez avoir un allèle qui va être avantageux et qui va vous donner un avantage particulier par rapport à l'allèle de référence. Alors, si on compare le génotype entre deux individus, on va se rendre compte en réalité qu'on a 99,9% de notre génotype qui est exactement le même. Ça veut dire que sur les 3,2 milliards de nucléotides qui composent notre ADN, en réalité, on a simplement 4 millions de nucléotides qui sont différents. Donc là, on parle des bases azotées. Donc 4 millions de nucléotides par rapport à 3,2 milliards de nucléotides, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est quasiment des copies parfaites. Et c'est sur ces 4 millions de nucléotides différents qui va regrouper en fait toutes les différences entre les individus. La différence de taille, la différence de force, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, etc., etc. Tout va résider dans ces 4 millions de nucléotides qui sont différents. À noter également qu'on va aller encore plus loin que ça, puisque en fait, la plupart des nucléotides différents entre les individus vont se porter dans les gènes non codants, et on va retrouver simplement 2% des nucléotides différents dans les gènes codants. Pourquoi? Parce qu'en réalité, si vous avez une variation, par exemple une mutation en particulier sur un gène codant, il y a beaucoup plus de chances que ce qui va en résulter soit non viable, donc créer un individu qui ne soit pas viable, ce qui fait que la sélection naturelle va faire en sorte que vous ne pourrez pas vous procréer, et du coup, votre allèle, l'allèle en particulier qui correspondra à une combinaison particulière, donc à un nucléotide différent, ne pourrait pas se propager dans les gènes codants. Et du coup, en fait, la très très grande majorité des nucléotides qui vont différer entre les individus vont se situer au niveau de l'ADN qui n'est pas codant. Donc ce que ça veut dire qu'en fait, sur la partie des gènes codants, on a très 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 peu de différence entre les individus. Si on prend que les gènes codants, on va avoir 99,98% de notre chaîne de nucléotides, donc qui correspondrait à nos gènes codants, qui sont rigoureusement identiques. 99,98, donc on est quasiment identiques à ce niveau-là. Et encore une fois, c'est parce que s'il y avait des différences, très souvent, ça va donner quelque chose qui n'est pas viable. Donc, ça représente sur 50 millions de nucléotides qui correspondraient à nos gènes codants. Donc, rappelez-vous que c'est déjà le gène codant, c'est 1 à 2% de notre ADN. On a simplement 10 000 nucléotides différents entre deux individus. Donc 10 000 nucléotides, c'est très très peu. Et globalement, sur 20 000 gènes codants, on va avoir entre 2 000 à 5 000 allèles différents entre les individus. Et gardez bien en tête que la très grande majorité des allèles n'a absolument aucun effet ou n'aura pas d'effet significatif sur une différence qu'on pourrait observer entre les individus. Et globalement, on peut retrouver entre 200 et 300 allèles différents qui vont avoir des effets significatifs sur ce que vous allez être. Et c'est ces 200 à 300 allèles qui va faire de vous quelqu'un de différent de votre voisin. Alors, on va maintenant expliquer brièvement ce que c'est qu'un SNP parce qu'on va beaucoup les utiliser dans la seconde partie de cette vidéo, enfin dans la troisième partie de la vidéo en réalité. Donc un SNP, c'est quoi? Si vous prenez l'ADN d'une personne A et l'ADN d'une personne B, vous vous positionnez exactement au même locus, c'est-à-dire, donc rappelez-vous, locus, c'est l'adresse sur l'ADN, donc vous vous positionnez exactement au même emplacement sur l'ADN, et vous observez quoi? Vous observez ici qu'il y a une différence. Ça n'est pas exactement le même nucléotide, vous voyez que la base azotée est différente. Eh bien ça, typiquement, c'est ce qu'on va appeler un SNP. SNP qui fait référence à Single Nucleotide Polymorphism. Donc single nucléotide, un nucléotide, polymorphisme, différence. Et ce qu'on va pouvoir faire du coup, c'est après analyser toutes les différences de nucléotides et essayer d'associer une différence en particulier à un trait en particulier. Par exemple, bien entendu, l'intelligence. Mais ça pourrait être autre chose. On pourrait essayer par exemple de retrouver toutes les SNP qui sont responsables d'une différence entre la couleur des yeux, entre la taille des individus, entre des individus qui vont avoir des risques de développer un cancer ou des individus qui vont avoir moins de risques de développer un cancer, etc. etc. Donc cette étude des SNP, c'est quelque chose qu'on va beaucoup retrouver et maintenant énormément d'études se portent là-dessus. Donc on en reparlera un petit peu plus tard. Alors pour qu'on considère qu'un changement, qu'une différence de nucléotide soit un SNP, donc une variation d'un nucléotide, eh bien il faut qu'elle soit au moins présente dans 1% de la population. Donc à partir du moment où vous avez une version en particulier, par exemple un A sur un emplacement en particulier, alors que d'habitude on avait plutôt un T, eh bien ce A sera considéré comme un SNP si jamais au moins 1% de la population a ce A à cet emplacement en particulier, donc à ce locus en particulier. Ok, allez, on a presque fini. Donc, si vous prenez maintenant une paire de chromosomes, donc vous avez un des chromosomes qui vient de la mère, un des chromosomes qui vient du père. Donc, sur ce chromosome, globalement, vous avez exactement les mêmes gènes, puisque vous avez les deux chromosomes en fait correspondent à la même partie de l'ADN sur le père et la mère. Et donc, concrètement, vous avez systématiquement les mêmes gènes aux mêmes endroits. Cela étant dit, parfois, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir des gènes qui vont correspondre aux mêmes allèles. Donc, les deux gènes en fait vont correspondre à des allèles exactement identiques, et parfois vous allez avoir des allèles qui vont être différents.
Donc typiquement, ici, si on a des allèles qui sont identiques, on va parler d'allèles homozygotes, et si on a des allèles qui sont différentes, on va parler d'allèles hétérozygotes. Le fait d'être hétérozygote ou homozygote va avoir un effet sur la façon dont les gènes vont s'exprimer. Parfois, vous avez des gènes, on appelle des allèles dominants, parfois on a des allèles récessifs, et parfois on va avoir des allèles codominants. Dans le cas, on a, vous voyez, si on a donc deux allèles dominants, c'est l'allèle dominant qui va s'exprimer. Si on a un allèle dominant, un allèle récessif, c'est l'allèle dominant qui va s'exprimer. Et si on a deux allèles codominants, ce qui va se passer, c'est que les deux vont interagir l'un avec l'autre pour produire un autre effet. Vous voyez, donc ça veut dire qu'il va y avoir des combinaisons entre les allèles qui vont donner des résultats plus ou moins différents. Et globalement, c'est pour ça que c'est très compliqué. De façon générale, de toute façon, ici, toute la génétique, tout le domaine de la génétique moléculaire, c'est un domaine qui est extrêmement compliqué. Et dès qu'on essaie d'expliquer quelque chose, en réalité, c'est plus compliqué que ça. Mais là, je vous ai fait une présentation, en tout cas très schématique. Et on va retrouver ici toutes les notions dont on a besoin pour la suite. Ok, donc voilà qui va terminer notre première partie sur le rappel des bases en génétique. Alors maintenant, on va s'intéresser aux études intrafamiliales pour déterminer l'héritabilité et les relations génétiques au niveau des capacités cognitives. Il y a un groupe en particulier qui va nous intéresser dans ce type d'études, c'est le groupe des jumeaux monozygotes. Donc, les jumeaux monozygotes sont issus exactement du même œuf et du même spermatozoïde. Donc, il y a eu fécondation et ensuite, à l'issue de la fécondation, on va avoir deux embryons distincts. Donc la caractéristique des jumeaux monozygotes, c'est qu'ils ont 100% du capital génétique en commun. Ils ont exactement le même génotype. Évidemment, lorsqu'on essaie de déterminer l'influence génétique d'un trait en particulier, ce type de situation est idéal et les jumeaux monozygotes sont idéaux. Si on avait une corrélation de 1 entre les deux jumeaux pour l'intelligence, ça voudrait dire que l'intelligence est à 100% déterminée génétiquement. Ce n'est pas le cas, mais voilà ce que ça pourrait dire. Ensuite, on a les jumeaux dizygotes. Donc, les jumeaux dizygotes naissent également en même temps, mais cette fois, il y a deux œufs différents et deux spermatozoïdes différents qui vont féconder les œufs. Pour ce qui est des frères et sœurs, également deux œufs différents, deux spermatozoïdes différents. Et pour ce qui est de l'adoption, là, pour le coup, il n'y aura absolument aucun capital génétique en commun entre les enfants et les parents. Donc ce type d'étude a été très populaire à une époque, surtout quand on n'était pas très très avancé sur la génétique. Et ce type d'étude, ça va nous permettre notamment de pouvoir déterminer quand même, avec une assez bonne approximation, ce qui est d'origine génétique et ce qui est lié à l'environnement pour la plupart des traits, somme toute, la plupart des traits phénotypiques qu'on pourrait observer sur les individus, et notamment sur l'intelligence. Alors, il y a une formule qu'on va beaucoup utiliser pour déterminer donc l'héritabilité d'un trait. Donc, c'est-à-dire la part de la génétique qui va impacter ce trait, c'est la formule suivante. On va soustraire les niveaux de corrélation des jumeaux monozygotes avec celui des jumeaux dizygotes. Okay. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Tout simplement parce que chez les jumeaux monozygotes, on va avoir 100% des allèles qui vont être les mêmes, okay, et on va également avoir 100% de l'environnement, enfin en tout cas on va avoir l'environnement le plus similaire qu'on pourrait imaginer, et notamment l'environnement intra-utérin. Dans ce cadre-là. Okay. Pour ce qui est des jumeaux dizygotes, on va également avoir 100% du même environnement, utérin également, et on va par contre cette fois avoir que 50% des mêmes allèles. Puisque pour chaque allèle, vous avez 50% de chance d'avoir celui du père ou de la mère, donc au bout du compte, chez des jumeaux dizygotes, on va avoir 50% des mêmes allèles, comme chez les frères et sœurs d'ailleurs. Alors qu'est-ce que ça fait si jamais on soustrait les deux? Donc la différence ici entre les jumeaux monozygotes et dizygotes, ça va être ces 50% d'allèles supplémentaires qu'ils ont en commun. Okay. Donc c'est pour ça que ça va être très intéressant, puisque ça va nous permettre en gros de déterminer précisément la part qui est génétique pour un trait en particulier. Et si jamais donc, on veut une estimation précise de l'impact de la génétique pour ce trait en particulier, pour un trait en particulier, on va simplement multiplier la différence entre les jumeaux monozygotes et dizygotes par 2. Et dans ce cadre-là, on va avoir l'estimation la plus précise possible de l'héritabilité d'un trait, okay. Et du coup, en fait, ça veut dire la part de l'impact des gènes sur ce trait en particulier. Donc, pensez bien à ça quand on va déterminer le niveau d'impact des gènes sur un trait en particulier. On ne va pas regarder que le niveau de corrélation des monozygotes, on va soustraire le niveau de corrélation des monozygotes avec celui des dizygotes et on va multiplier par 2. Okay. Alors ensuite, il y a une autre formule qu'il faut connaître, c'est que pour un trait en particulier, si jamais vous vous rendez compte que le niveau de corrélation des jumeaux monozygotes est 2 fois supérieur au niveau de corrélation des jumeaux dizygotes, ça veut dire que vous avez un modèle qui est dit additif. Et c'est le modèle qui est le plus facile à étudier, notamment lorsqu'on va faire de la génétique moléculaire, quand on va étudier l'ADN à l'échelle du nucléotide. Pourquoi? Parce que en gros, si jamais vous avez cette exacte équivalence, ça veut dire que les 50% d'allèles de différence va expliquer 50% de la corrélation.
Donc je résume, ici sur un modèle additif, on va avoir quelque chose de ce type-là pour un trait en particulier. Donc un trait, c'est une caractéristique de l'individu, hein. Par exemple, une caractéristique phénotypique, la couleur des yeux, la taille, l'intelligence. Eh bien, sur un modèle additif, pour pouvoir déterminer la puissance de ce trait, ou la façon dont ce trait va s'exprimer, on va regarder, on va additionner l'ensemble de tous les gènes qui sont responsables du trait en question. Si jamais on se rend compte que les corrélations sur les jumeaux monozygotes est supérieure aux corrélations sur les jumeaux dizygotes, mais que ce n'est pas égal à 2 fois, eh bien ça veut dire qu'on a une relation plus complexe, on a un modèle qui est plus complexe et plus difficile à évaluer. Alors on sait que l'impact des gènes est là, mais ce n'est pas un modèle qui sera additif. C'est un modèle où il va y avoir des interactions plus complexes entre les gènes. Là, je vous ai simulé par exemple une interaction du gène A sur le gène B sur le gène C. Voilà, donc on peut imaginer des interactions plus complexes que simplement une addition. Et il peut y avoir également des interactions plus complexes entre un gène en particulier et l'environnement. Voilà. Donc, je résume. Si vous voulez avoir une bonne estimation de l'impact de la génétique sur un trait en particulier, vous soustrayez le niveau de corrélation monozygote moins le niveau de corrélation dizygote et vous multipliez par 2. Et ensuite, si vous voulez savoir si c'est un modèle qui est additif, eh bien, vous regardez si la différence de corrélation entre monozygote et dizygote est égale à 2. Enfin, il y a un rapport de 2. Alors, donc, je vais vous présenter les études de référence. Donc, je vais vous présenter des études anciennes et vous allez voir que les études récentes, notamment la dernière étude de référence récente, globalement reprend la même chose. Donc, il n'y a pas eu vraiment de surprise. Donc, la première étude que je voulais vous montrer, c'est Familial Studies of Intelligence. C'est une étude qui est très, très, très connue, qui a été réalisée, donc c'est une méta-analyse qui a été réalisée par Thomas J. Bouchard. Donc, ce fameux Bouchard, il est spécialisé dans l'étude des jumeaux et dans la réalisation d'études scientifiques, notamment autour des jumeaux. Donc, effectivement, l'étude est assez ancienne, puisqu'elle date de 1981. Cela étant dit, ça reste une étude très, très sérieuse, qui a été bien réalisée, avec des bonnes méthodologies, et qui a très longtemps fait consensus, parce qu'on n'avait pas... voilà, c'était en tout cas notre étude de référence. Aujourd'hui, on a mieux. Donc l'étude, elle a été publiée dans Science. Donc Science, c'est une référence, hein, tout simplement. Vous n'avez pas besoin de vous poser la question. Beaucoup de nombre de citations, notamment pour ce type d'études. Et la taille de l'échantillon total qui a été pris en compte, eh bien, c'est 113 000 paires de jumeaux. Donc c'est beaucoup. 113 000, ça reste quand même tout à fait acceptable sur 100 études. Alors maintenant, je vais vous présenter donc les résultats. À chaque fois, comme d'habitude, je vais essayer de vous expliquer ce que ça représente. Donc là, on a un tableau. Ici, au milieu, on a les niveaux de corrélation entre 0 et 1. Ici, on a la catégorie. À gauche, on a la catégorie. Et à droite, on a le détail des niveaux de corrélation. Donc ici, on a le nombre d'études qui a été pris en compte pour cette catégorie en particulier. Ensuite, on a le nombre de paires de jumeaux. Ensuite, on a la corrélation médiane. La corrélation médiane, on a pris en compte weighted, donc on a pris en compte, on l'a pondéré. Ça veut dire qu'on a pris en compte notamment la taille, le nombre de paires de jumeaux qui a été utilisé pour une étude, pour donner plus de poids, en gros, au résultat d'une étude où il y a plus de data. Et le x au carré ici représente tout simplement la mesure de l'hétérogénéité. Donc plus c'est hétérogène, plus ça veut dire qu'il y a des résultats différents sur une plage de résultats qui est éloignée l'une de l'autre. Donc là, par exemple, une hétérogénéité, donc là, on a le ratio, on s'attendrait à avoir 33, on a 81, et si on fait 80 divisé par 33, on a 2,46. Donc voilà. Donc si on a 1 ici, si on fait le ratio et qu'on a 1, eh ben, ça veut dire qu'il y a une très grosse homogénéité. Toutes les études disent exactement la même chose. Et quand on a 2, 2,46, c'est une hétérogénéité qui est quand même assez importante. Donc, ici, vous pouvez voir que chaque point correspond tout simplement au résultat d'une étude, pour cette catégorie en particulier. Ensuite, ici, la barre verticale que vous voyez, ça correspond à la moyenne. Et ici, si on faisait le petit triangle, ici, si on faisait un... En fait, ça va déterminer le résultat auquel on s'attendrait sur un schéma très simple. Sur un schéma notamment où, en gros, la génétique déterminerait à 100% le quotient intellectuel d'un individu, donc son intelligence. Donc, si c'était le cas, évidemment, dans le cadre de jumeaux monozygotes qui ont été élevés ensemble, eh bien, on s'attendrait à ce qu'ils aient exactement le même quotient intellectuel puisqu'ils ont le même capital génétique. Et là, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, on voit qu'on a ici une moyenne à un peu plus de 0,80. Ici, on voit qu'en pondéré, on est à 0,86. Donc, c'est beaucoup. Ça veut dire que la corrélation entre des jumeaux qui ont été élevés ensemble, entre des jumeaux monozygotes, donc avec un capital génétique rigoureusement identique, eh bien, on a une corrélation de 0,86, ce qui est quand même considérable. Alors ensuite, pour les jumeaux monozygotes qui ont été élevés séparément, là, on constate qu'on a quand même une moyenne à 0,67 et une moyenne pondérée. Ce qui va nous intéresser surtout, c'est la moyenne pondérée, puisqu'il y a évidemment l'échantillon est plus grand, donc c'est plus représentatif de la réalité. On a une corrélation de 0,72.
Donc c'est très, 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 très important. Imaginez que on prenne des jumeaux monozygotes, donc des jumeaux parfaits, on les sépare à la naissance, d'accord? Eh bien, il se trouve que quand on va mesurer leur niveau d'intelligence, il va y avoir un niveau de corrélation de 0,72. De 0,72. Donc c'est considérable. Cela étant dit, on peut quand même mettre un petit bémol au niveau de cette étude. C'est qu'il n'y en a que 3 des études qui vont étudier justement les jumeaux qui sont élevés séparément, parce qu'en fait, déjà les jumeaux monozygotes, c'est rare, mais alors en plus, quand ils sont élevés séparément, c'est encore plus rare. Donc évidemment, il y a moins d'études. Et si c'était 100% génétiquement déterminé, eh bien vous pouvez voir ici que la petite flèche pointe sur 1, parce qu'on s'attendrait à ce qu'ils aient exactement le même niveau d'intelligence, mais on voit que c'est quand même plus faible que quand on les élève ensemble, les jumeaux. Ensuite, on a mythe parents, offspring reared together. Donc les mythes parents, c'est la moyenne du quotient intellectuel des deux parents. Donc vous prenez parent 1 plus parent 2, mère plus père, vous divisez par 2. Okay, donc vous avez la moyenne. Et ensuite, vous prenez la moyenne du quotient intellectuel des enfants. Et bien là, on a, pour des monozygotes, hein, et bien là, on est un peu plus de 0,72. Donc on a sensiblement la même chose. Là, encore une fois, peu d'études. Ensuite, on a mythe parents, offspring reared together. Donc là, on a un enfant en particulier avec la moyenne des parents. Et donc là, on a une moyenne qui est plus basse, hein, puisqu'on est à 0,50. Donc ça veut dire qu'il y a plus de différence, en gros, entre les parents. Donc évidemment, si vous avez un parent qui est plus éloigné que l'enfant, eh ben, ça va faire baisser la corrélation. Ok, et là, on s'attendait donc à 0,70. Donc vous voyez, on est quand même plus faible. Ensuite, on a dizygote twins reared together. Donc dizygote, c'est des jumeaux, encore une fois, qui ont le même environnement utérin, mais qui ont que 50% du capital génétique identique. Okay, donc s'ils ont été élevés ensemble, on voit qu'il y a quand même une corrélation qui est importante, parce qu'on a une corrélation aux alentours de 0,60. Okay, donc c'est pas négligeable. Et là, on peut voir qu'il y a eu énormément d'études sur ce sujet, puisque c'est très facile à trouver, hein, tout simplement. C'est beaucoup plus facile de trouver des jumeaux dizygotes. Donc on s'attendait à avoir, comme ils ont 50% du capital génétique en commun, on s'attendait à avoir une corrélation de 0,5 globalement, mais on voit qu'il y a une corrélation qui est plus forte, puisque en fait, on a une corrélation de 0,60. Ensuite, on a siblings reared together. Donc là, on a des frères et sœurs qui ont été élevés ensemble. Et bien ici, on a une corrélation de 0,47, ce qui est quand même très loin d'être négligeable, hein, ça reste beaucoup. À noter également que dans le cadre de siblings ou de dizygote twins, dans les deux cas, ils partagent 50% du capital génétique. Cela étant dit, dans un cas, on a un environnement qui est beaucoup plus similaire que dans l'autre cas. Et notamment parce que vous avez l'environnement utérin qui est en commun pour le cas des dizygote twins, chose qui n'est pas le cas pour les frères et sœurs. Voilà, donc quand même grosse corrélation, et on s'attendait ici également à voir sur un schéma simplifié, on s'attendait à avoir 50. Ensuite, siblings rear apart, donc là aussi on a des frères et sœurs qui ont été élevés séparément. On a peu d'études là, on n'a que 2 études. C'est pour ça qu'après, je vais vous montrer des méta-analyses où il y a plus d'études. On part sur 14 millions de paires de jumeaux, donc c'est un autre niveau. Mais ça reste quand même assez véridique. Donc là, on a une pondération à 0,24. Est-ce que je vous montre le reste? Est-ce qu'il y en a qui sont intéressantes? Donc plus on va être éloigné, plus évidemment la corrélation va baisser. Pour ce qui est des enfants adoptés, c'est assez intéressant. Donc pour les enfants adoptés, on a une corrélation qui est très faible, puisqu'on a une corrélation donc à 0,24 si on prend la moyenne des parents. Et si on prend enfants et parents, eh bien, on a une corrélation de 0,19, donc ce qui est très faible. Et il n'y a aucun capital génétique en commun, hein, donc ça, évidemment, ça explique la différence. Une corrélation de 0,19, c'est vraiment pas énorme. Donc ici, ce qu'on peut résumer de cette étude, c'est que globalement, on voit qu'il y a une très très forte composante génétique dans la détermination de l'intelligence. Alors, il y a une dernière également catégorie que je trouve très très amusante, c'est l'assortative mating. En gros, ça correspond à la corrélation en termes d'intelligence entre des parents, tout simplement. On s'attendrait à ce qu'il y ait une corrélation, que ce ne soit pas du tout pris en compte, parce que quand vous allez chercher votre partenaire, vous n'allez pas vous demander quel est le QI de votre partenaire. En général, ce n'est pas un critère qu'on va mettre en avant. Et bien pour autant, donc on s'attendrait à avoir une corrélation de 0, et bien pour autant, on a une corrélation qui est très importante, puisque ici, on a une corrélation qui est estimée à 0,33. Vous allez voir que dans les études suivantes, il y a une autre, quand on va parler des SNP, il y a une étude justement où on va monter cette corrélation, on va aller jusqu'à 0,4. Je vous spoil, on va aller jusqu'à une corrélation de 0,4. Ça veut dire que vous avez une corrélation de 0,4 avec votre partenaire en termes d'intelligence. C'est énorme. Et pourtant, ce n'est même pas un critère que vous considérez quand vous vous mettez en couple. Donc c'est très très intéressant, je trouve. Voilà, bon, mais bref, la conclusion de cette première étude, c'est que globalement, la composante génétique est très importante. Alors ensuite, on va partir sur une autre étude de référence, The Heritability of IQ. Okay, donc c'est une étude qui a été publiée dans Nature, donc référence absolue, année de publication 1997, donc beaucoup plus récente.
Taille de l'échantillon, donc 50 000 paires de sujets. Et on a récupéré 212 études, ok, cette fois. Alors, l'idée de cette étude à la base, c'est parce qu'il y avait une étude très controversée un peu avant, qui avait été mise en place notamment par la publication d'un livre qui s'appelait The Bell Curve. Et en gros, cette étude, c'était un petit peu une réponse à The Bell Curve, parce que dans The Bell Curve, il montrait des niveaux de corrélation, enfin, une part de la génétique qui représentait à peu près 80% de votre intelligence. Et du coup, ici, c'était essayer de corriger un peu tout ça et de voir, d'apporter des éléments pour justement démentir un peu ce niveau de corrélation qui était beaucoup, enfin, cette portion de la génétique qui était beaucoup trop importante, qui pensait être beaucoup trop importante. Donc ça reste une étude qui est, même si c'est une étude un peu réponse, ça reste une étude qui a été évidemment rigoureusement contrôlée, hein, puisqu'encore une fois publiée dans Nature. Alors, je vais vous montrer donc maintenant la partie intéressante de l'étude. Donc ici, on a des graphes qui représentent, à droite, on a des graphes qui vont nous permettre de représenter les niveaux de corrélation ici en ordonnée. En abscisse, on a le nombre de paires de jumeaux qui a été considéré par les études. Ici, chaque point représente une étude. La barre au milieu, la barre ici, ça représente tout simplement la moyenne des études. Et à chaque fois, pour chacun des types, ici, on a la définition du type, hein. Donc le type 1, c'est les twin monozygotes, donc élevés ensemble. Donc là, on voit qu'on a un niveau de corrélation qui est supérieur à 0,8, hein, très important. S'ils sont élevés à part, on voit qu'on est également proche de 0,8. Donc très important, un peu moins important tout de même. Dizygote, donc dizygote, on est aux alentours de 0,6. Ensuite, 4 siblings. Donc, au niveau des siblings, on voit qu'on a des résultats très hétérogènes sur les études. D'ailleurs, c'est assez intéressant. Et globalement, on a une moyenne aux alentours de 0,5, 0,6. Voilà, les siblings qui ont été élevés à part, on n'a quasiment aucune étude qui a été prise en considération ici, hein, puisqu'on a un niveau de 0, un peu plus de 0,2. Alors, ensuite, on a là la moyenne des parents avec les enfants en 6. Donc là, on est un peu plus. Donc là, on a 0,4, on doit être quasiment à 0,5. Ensuite, on a un parent avec le child et un parent avec le child. Et là, c'est together et apart pour 7 et 8. Donc là, on voit qu'on a encore des corrélations assez élevées, hein, un peu plus de 0,4. Et là, on est. Mais là, il y a très peu d'études pour le single parent child élevé à part. Du coup, évidemment, pour les types de méta-analyse, quand vous avez très peu d'études pour un truc qui vous intéresse en particulier, eh bien, ça fausse un peu le truc. Mais bon. Et là, on a un niveau de corrélation un peu plus au-dessus de 0,2, mais est-ce que c'est significatif avec si peu d'études? C'est pas sûr. Et en 9, on a adoption. Ok, donc là, adoption, on voit qu'on est très faible. Encore une fois, on est vers 0,2. Enfin, on a quand même une petite corrélation, mais assez faible. Et donc, je vous ai ensuite ajouté le tableau qui va nous intéresser. Donc, le but de l'étude, pour apporter justement des modérations à The Bell Curve, c'est que, en gros, l'idée derrière l'étude, c'était que l'environnement utérin, en fait, était très important. Et c'est pour ça qu'on avait des niveaux de corrélation aussi élevés avec les jumeaux monozygotes, parce qu'ils avaient le même environnement utérin. Okay, et pareil pour les dizygotes. Et que du coup, même si effectivement il y avait une corrélation qui était très importante sur les jumeaux monozygotes, c'était effectivement en partie dû à la génétique, mais également dû à l'environnement utérin qui était en commun. Vous voyez? Et donc, on avait surestimé par ce biais l'impact de la génétique. Donc ici, ils ont pris plusieurs modèles justement pour définir des niveaux de corrélation et essayer de prendre en compte justement les effets maternels qui correspondent donc à ce que je vous ai dit, à l'environnement utérin notamment. Donc on a modèle 1, ça c'est uniquement génétique et environnement commun, donc sans prise en considération de l'environnement maternel. C'est là où on va avoir les niveaux de corrélation les plus forts en général, enfin c'est à quoi on s'attendrait en tout cas. Donc on va avoir on va prendre en compte des effets environnementaux différents en fonction du type de relation entre l'enfant et le parent, hein, fils, mère, père, fils, père, mère, père, fille, voyez. Ensuite, le modèle 3, eh bien, on va ajouter les effets maternels, on va prendre également en considération les effets maternels. Et le modèle 4, il n'a pas été détaillé plus que ça, mais c'est un modèle qui est encore plus complexe. Et en gros, ici, le modèle préféré de l'étude, c'est le modèle 3, hein, avec prise en considération justement des effets maternels. Donc, qu'est-ce qu'on constate ici? On constate qu'au niveau des corrélations, on a tous les chiffres en détail. Donc, on voit que sur les monozygotes, on est à 0,85. Et ici, même s'ils ont été élevés à part, on a une corrélation de 0,75 qui est très importante. Et si on regarde au niveau du modèle 3, on peut voir que, effectivement, pour les monozygotes élevés à part, on a un niveau de corrélation qui est un peu plus faible. Mais sinon, pour les jumeaux qui sont élevés ensemble, même ajustés de l'environnement utérin, on peut voir des niveaux de corrélation qui sont très très importants. Et au final, vous voyez qu'on n'a pas de très très grosses différences.
Et on voit à chaque fois que les niveaux de corrélation sont très importants donc, globalement entre les frères et sœurs, enfin, sont en tout cas significatifs entre les frères et sœurs, les dizygote twins et les monozygote twins, c'est vraiment très très important. Et c'est surtout ce qui nous intéresse, encore une fois, le monozygote twins, puisqu'ils partagent 100% du capital génétique en commun. Donc c'est surtout ça qui va nous donner des indications sur l'impact de la génétique. Alors maintenant, on va parler donc de l'étude de référence, la dernière grosse méta-analyse qui a été faite sur le sujet. C'est une méta-analyse qui a vocation à clore le sujet sur justement ce type d'étude. Donc c'est une étude qui a été publiée dans Nature Genetics, donc référence absolue. Elle a été publiée en 2015. C'est justement l'étude dont je vous parlais. Donc gros nombre de citations et taille de l'échantillon, 14 millions de paires de jumeaux. Donc il y en a qui ont été comptabilisés plusieurs fois dans plusieurs études, mais bon. Ça reste quand même très très important. 14 millions, c'est plus de. Il y avait sur l'autre, sur l'étude que je vous ai montrée avant, on était plutôt de l'ordre de 50 000. Voilà, 14 millions, 50 000, quoi. C'est évidemment beaucoup plus significatif. Et le nombre d'études qui a été pris en compte, c'est 2748, donc un nombre considérable d'études. En gros, voilà, c'est pour ça qu'on estime qu'on a fait à peu près le tour du sujet, puisque là, on a pris tellement d'études en compte et tellement de paires de jumeaux qu'on est à peu près sûr d'avoir des bons chiffres. Et ça a été fait évidemment rigoureusement scientifiquement, puisque ici, ça a été publié dans Nature Genetics, donc au niveau de la comité de relecture, c'est extrêmement solide. Alors, donc, je vous montre les résultats. Évidemment, bon, je ne vous lis pas toute l'étude, je vous invite à lire l'étude si ça vous intéresse. Donc ici, on va avoir des niveaux de corrélation avec à chaque fois des catégories, parce que en fait, l'étude ne porte pas exclusivement sur l'impact sur le plan cognitif. En fait, ça va montrer l'impact de la génétique sur différents traits, dont les capacités cognitives qu'on va retrouver ici, Higher Level Cognitive Function. Mais voilà, encore une fois, ça porte sur plein de trucs. Donc je ne vous ai pas tout mis, puisqu'il faut que vous lisiez l'étude si vous voulez tout voir. Mais ça va quand même nous indiquer beaucoup de choses. Donc ici, je vous explique un peu la légende au niveau des R. Donc les R, c'est les niveaux de corrélation. Donc MZ, c'est pour monozygote. MZM, c'est monozygote mâle, donc que pour les garçons. F, fille. DZ, c'est dizygote. Dizygote, SS, c'est same sex, donc le même sexe. Mâle, femelle et opposite sex. Donc mâle et femelle. Enfin, garçon et fille. Donc on s'attend évidemment à avoir les niveaux de corrélation maximale avec, globalement avec les monozygotes. Ça, c'est toujours pareil. Donc ici, si on regarde au niveau des Higher Level Cognitive Function, donc c'est ce qui va nous intéresser ici, globalement les fonctions cognitives liées à l'intelligence, on retrouve des niveaux de corrélation qui sont un petit peu plus faibles que sur les études précédentes, mais qui sont quand même très 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 importants, puisqu'on est ici, on est à 0,77. Voilà, donc si on prend que les études qui ont mesuré pour les mâles, c'est 0,71, que pour les études pour les females, c'est 0,72. Et s'il n'y a pas de distinction entre les deux, on a obtenu 0,77. Donc, ce n'est pas une moyenne pour obtenir le 0,77. Ça va dépendre des études qu'on va prendre en compte pour certaines catégories. Ensuite, pour les dizygotes, on est à 0,54, 0,58, 0,4. Donc, très important. Pour les same sex, vous avez eu 0,58 juste pour les dizygotes. Donc, c'est quand même très important. Ensuite, donc là, c'est dizygote male, female. Bon, ça, c'est 48, 50. Et ensuite, pour l'opposite sexe, après, il n'y a pas de différence significative entre garçons et filles. Alors, il y a quand même quelque chose de très, 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 très important. Au-delà du fait que donc, on voit que la composante génétique est encore une fois considérable, il y a quelque chose d'intéressant à voir, c'est que ici, si vous prenez la partie notamment function of brain, vous pouvez voir que la fonctionnalité, les fonctions principales du cerveau, qui ne sont pas particulièrement liées à la partie cognitive, donc simplement le fait de pouvoir percevoir des choses, le bon fonctionnement des différentes connexions et des différentes fonctionnalités du cerveau, on a des corrélations qui sont plus faibles que les corrélations qui sont spécifiquement liées à l'intelligence. C'est étonnant. C'est étonnant. Et après, vous avez plein d'autres choses qui sont corrélées et déterminées génétiquement. La taille, après, c'est un peu hors sujet, c'est pas vraiment notre sujet. Donc là, c'était sur des enfants entre 0 et 11 ans. Alors, rappelez-vous que le niveau de corrélation n'est pas suffisant pour déterminer la part qui est génétique. Maintenant, pour déterminer cette part qui est génétique, il faut qu'on applique notre formule corrélation sur les monozygotes, moins corrélation sur les dizygotes, multiplié par 2. Enfin, on fait la différence entre les deux et on multiplie par 2 et on a la part de l'impact de la génétique sur le trait en question. Et donc, dans notre cas de figure à nous, on prend simplement le 0,77 des monozygotes, auquel on va soustraire donc la corrélation qui a été observée chez les dizygotes. Donc on fait 77 moins 0,54 et on multiplie par 2 et ça nous donne donc 0,46. Donc ça veut dire qu'on a 46% ici de la caractéristique qui est déterminée par la génétique. Alors ensuite, on va aller sur une tranche d'âge, la tranche d'âge 12-17 ans. Donc là, on était sur 0-11 ans. Donc vous pouvez voir que 0-11 ans, la part de la génétique est assez restreinte ici, puisqu'on observe que 46% d'impact génétique.
Alors, on va maintenant s'intéresser à la tranche 12-17 ans. Donc, sur 12-17 ans, on voit que les corrélations diminuent un tout petit peu. On a 0,69 pour les monozygotes et pour les dizygotes, on est à 0,38. Donc, si on réapplique la formule, on va avoir 0,69 moins 0,38, auquel on va multiplier par 2, et ça va nous donner 60,062. Donc, à savoir que 62% de la caractéristique est déterminée génétiquement. Et on peut voir également que le 0,62 s'approche ici du 0,69, donc on a presque un rapport de 1 à 2. Donc, ça voudrait dire ici qu'on a un modèle qui se rapproche d'un modèle additif. Alors que ce qu'on avait avant, eh bien là, on avait 0,46 qui était très inférieur à 0,77. Donc là, on n'a pas simplement un modèle additif sur l'impact des gènes, on a un modèle qui est plus complexe entre environnement et gènes et aussi également entre interaction des gènes entre eux, qui est difficile à évaluer. Ok, donc là, vous pouvez voir déjà que la part de la génétique augmente beaucoup, puisqu'on passe maintenant à 62% de la capacité qui est déterminée du trait lié à l'intelligence, qui est déterminé génétiquement. Et enfin, on a la dernière branche, 18-64. Enfin, c'est pas la dernière, mais c'est la dernière auquel on va s'intéresser. Donc, entre 18 et 64, c'est la suite, c'est l'âge adulte. Donc là, on a encore une fois une toute petite diminution au niveau des corrélations observées. On a 0,68 et 0,28 pour les dizygotes. Et donc, si on applique notre formule, cette fois, on va arriver à un total de 0,8. Ça veut dire que 80% de la différence est expliquée par les gènes. Okay, donc, ça veut dire que 80% de l'intelligence ici est expliquée par la composante génétique. Donc plus le temps va passer, plus la génétique va avoir un impact qui est fort sur le trait. C'est ça qu'on peut conclure. Alors ensuite, dans l'étude, il y a une autre partie qui est intéressante, c'est voir un petit peu sur l'impact de la génétique, enfin ce qui a été estimé au niveau des corrélations, la part qui est expliquée par la génétique et la part qui est expliquée par l'environnement partagé. Donc ici, le C, ça représente l'environnement partagé. Okay, et ensuite, c'est les mêmes catégories. SS, c'est same-sex, garçons et filles. Donc là, vous pouvez voir qu'entre 0 et 11, on a une... Bon, la génétique explique la plupart des différences entre... C'est des moyennes, par contre, entre les individus. Okay, et on peut voir que l'environnement a quand même une part significative, puisqu'on est à 0,2 d'explication. Okay, ensuite, quand on arrive à 12-17 ans, on voit que la part génétique augmente un petit peu, mais pas significativement, et que la part qui est explicative de l'environnement partagé. Donc l'environnement partagé, c'est comme si vous voulez, vous aviez des frères et sœurs qui grandissent dans une même maison, qui vont à la même école. Ça, c'est un environnement partagé. Et ensuite, vous avez le E. Le E, ça représente, qui n'est pas représenté ici, mais qui représente l'environnement non partagé. Donc là, c'est toutes les expériences uniques qui va vous caractériser, et que, par exemple, vos frères et sœurs ne vont pas vivre. Avoir un professeur en particulier, par exemple, ça, ce serait quelque chose pour vous qui serait unique par rapport à un autre... par rapport à votre frère ou votre sœur qui n'aurait pas eu ce même professeur. Voilà, si on prend sur 18-64 ans, par contre, on peut constater ici que la part de la génétique est considérable. Considérable par rapport à l'environnement partagé. Et ensuite, 65 et plus, on a également... plus on avance, en fait, plus on va tout simplement diminuer l'impact de l'environnement partagé. C'est ça qu'on peut constater sur ce type de graphe. Ok, alors ensuite, dernière étude que je voulais également vous montrer qui était intéressante, qui va cette fois expliquer pourquoi est-ce que le côté héréditaire, notamment des fonctions cognitives, donc là c'est spécifiquement sur les fonctions cognitives, augmente avec le temps. Okay, l'idée c'est qu'on a constaté que quand on est des enfants, l'environnement a beaucoup plus d'impact quand on a un enfant que quand on est un adulte. Et plus on va avancer en âge, je vous avais un peu expliqué ça sur la partie... notamment sur l'épisode précédent, plus on va avancer en âge, plus l'impact de l'environnement va diminuer avec le temps. Et en réalité, la partie génétique, l'impact de la génétique va être de plus en plus important. Et donc là, on va essayer justement d'expliquer pourquoi. Donc je vous avais déjà un peu expliqué pourquoi, mais vous allez voir que dans cette étude, il y a une façon d'appréhender la chose qui est assez intéressante. Donc c'est une étude qui a été publiée en 2013 dans Psychological Science, okay, donc c'est une très bonne revue. Taille de l'échantillon, 11 000 paires de jumeaux, donc ça reste quand même significatif. Et on a ici pris en compte 16 articles, donc 16 études. Alors, je vous explique un petit peu les informations principales qu'on va pouvoir tirer sur cette étude. Donc, au niveau de leurs données, on a l'évolution de la proportion explicative, en gros, d'un domaine en particulier. Donc là, on voit l'héritabilité, par exemple. Plus on va avancer dans le temps, plus ici, les changements dans l'impact de l'héritabilité sur les niveaux de corrélation va être important. Okay, c'est ça que ça veut dire. Donc là, on peut voir typiquement que ici, en abscisse, on a le temps en années. Okay, et plus le temps en années va évoluer, plus on peut voir que l'impact de la génétique va augmenter de plus en plus. Ensuite, ici, on a en bleu, on a l'impact qui n'est pas partagé, donc environnemental non partagé. Donc ça va être toutes les expériences uniques. Donc on peut voir que ça évolue assez peu au fil du temps. Et par contre, on peut voir que l'environnement partagé, donc là ça va être l'école, ça va être les choses en commun entre différents environnements, on peut voir que cet impact de choses d'environnement partagé va diminuer considérablement avec le temps, okay, jusqu'à atteindre quasiment 0.
Alors, donc je vous ai mis après un peu plus en détail pour chacune des catégories. Donc pour les gènes, ici, donc c'est exactement la même chose, hein. On voit la variation de l'impact des gènes sur, justement les capacités cognitives et donc là, on voit qu'effectivement, il y a une augmentation considérable. Alors vous avez 2 catégories, vous avez la catégorie amplification et la catégorie innovation, OK? En gros, l'innovation, c'est des nouveaux gènes qui vont s'activer au fil du temps, OK? Donc c'est un gène qui ne s'active pas. Donc au début, il n'a pas d'impact sur vos capacités cognitives et tout d'un coup, il va s'activer et là, hop, vous allez avoir un gain au niveau cognitif. Donc par exemple, on peut imaginer un enfant, je vais essayer de vous donner des exemples. Vous avez un enfant, tout d'un coup, il se met à apprendre la lecture, on lui apprend à lire, OK? Et le fait de lui apprendre à lire, ça va activer chez lui, l'expression d'un gène en particulier qui va augmenter, son niveau, d'intelligence, OK? Ses capacités cognitives. Donc ça, c'est l'innovation, c'est-à-dire que c'est des capacités cognitives qui vont s'améliorer avec le temps, dues à l'expression de nouveaux gènes. Et ensuite, vous avez donc l'amplification. L'amplification, ça va être l'expression d'un gène qui, au début, va avoir un petit effet et qui, au fil du temps, va, avoir un effet boule de neige. C'est-à-dire que l'amplification va s'auto-alimenter. L'expression de ce gène va auto-alimenter, si vous voulez, son impact. Donc imaginez que vous observez un enfant qui a une bonne visualisation spatiale, il arrive à bien se représenter les objets dans l'espace et du coup, eh bien, vous lui achetez des Legos et le fait de lui acheter des Legos fait qu'il va construire plein de trucs avec ses Legos, OK? Et que ça va amplifier, en gros, l'expression des gènes qui étaient déjà à la base, responsables de cette bonne visualisation spatiale. Et le fait justement de faire des Legos, de jouer aux Legos pour améliorer, cette capacité, mais c'est quelque chose qui se fait, en fait, de façon indirecte. C'est parce qu'il avait une bonne visualisation spatiale qu'il va jouer avec ses Legos et le fait qu'il joue avec ses Legos va augmenter cette capacité de visualisation spatiale en sollicitant les gènes concernés. Vous voyez? Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'amplification. Et d'une façon générale, c'est quelque chose qu'on va observer beaucoup, beaucoup, beaucoup avec l'héritabilité qui augmente au fil des années, c'est que les individus ont tendance à se mettre dans des situations qui sont en adéquation avec, leur capital génétique. Voilà. Et c'est pour ça qu'on va observer, ce phénomène justement d'augmentation d'héritabilité au fil des années. Et c'est pour ça qu'à l'âge adulte, étant donné qu'on ne vous impose plus, par exemple, l'école, on ne vous impose plus un job en particulier, c'est à vous de choisir. Et ben, à partir de là, quand c'est vous qui choisissez, et ben, vos gènes, vos prédispositions vont vous faire faire une activité qui va ensuite vous faire utiliser plus ou moins vos gènes, ce qui va amplifier ou non eh bien, vos capacités cognitives. Alors ensuite, vous avez donc sur l'environnement non partagé, ben, on a très peu d'impact, hein, puisque l'environnement non partagé, par définition, on ne le contrôle pas. Ok, donc là, vous voyez que c'est assez stable avec le temps. Sur la partie innovation, bah, il y a un petit peu au début, donc c'est aléatoire. Et la partie amplification, ben, elle reste stable. Il n'y a pas d'effet d'amplification de l'environnement. Et ensuite, pour l'environnement partagé, on peut voir que l'innovation au début, c'est assez important, et puis que ça va décroître avec le temps. Probablement, donc ici, ça va être l'impact de l'environnement sur la sollicitation ou pas de nouveaux de gènes. Et pour ce qui est de l'amplification, eh ben, bon, c'est très faible. Voilà, très faible, mais ça augmente avec le temps, et voilà. Mais ça reste assez faible. Au final, après, on arrive vers zéro. OK, donc en conclusion, de ce type d'études, donc là je vous ai mis les études les plus importantes, hein, globalement toutes les études que vous allez retrouver vont reprendre à peu près les mêmes choses et notamment l'étude de nature sur les 14 millions de paires de jumeaux. On peut vraiment considérer que pour ce domaine en particulier, c'est l'étude de référence qui clôt un peu, tout ce qu'on a vu, enfin qui va clore un petit peu le domaine. Dans la publication des études scientifiques, globalement, vous avez des effets de mode, hein. Au bout d'un moment, on découvre quelque chose de nouveau, donc tout le monde fait des études là-dessus et puis ensuite on a fait à peu près le tour et on passe à autre chose. Bon, bah là, on est à peu près passé à l'autre chose sur ces types d'études. Donc, la conclusion, c'est que sur les enfants, globalement, l'environnement non partagé va avoir un impact de l'ordre de 20 à 40% de ses capacités cognitives. L'environnement partagé va avoir un impact de l'ordre de 20 à 30%. Ok. Et l'impact génétique, donc l'environnement partagé, on le représente par C, génétique H, H2 notamment. Bon, après, vous retrouvez C2 et E2. Et H, donc c'est la partie génétique. Et au niveau de l'enfance, on est à 30 à 50%. Ok. Donc, à l'enfance, la partie génétique, c'est là où la composante génétique en fait va être la plus faible. Ensuite, à l'adolescence, l'environnement partagé va être de l'ordre de 20 à 30% de l'explication des capacités cognitives. L'environnement partagé va diminuer, on va être de l'ordre de 10 à 20%, et la génétique va augmenter, et on va être plutôt entre 50 et 70%. Et à l'âge adulte, on a donc l'environnement non partagé qui va impacter de l'ordre de 20 à 30% les capacités cognitives. L'environnement partagé, on va être entre 0 et 10%. Et la génétique, on va être entre 70 et 80% de l'explication. Donc vous pouvez constater que plus on avance dans le temps, plus la part de génétique est importante et qu'au bout du compte, la génétique a un impact qui est considérable sur les capacités cognitives d'un individu. Voilà, donc ce qu'on peut retenir, c'est que globalement, à l'âge adulte, si on essaie de déterminer la proportion du facteur G qui est déterminée par la génétique et par le quotient intellectuel, on peut dire que la génétique va déterminer entre 70 et 80% de vos capacités cognitives.
Si vous voulez être très très large, vous pouvez descendre à 60, voilà, 60%, peut-être 60%, 80%, entre 60 et 80%. Et pour ce qui est de la part de l'environnement, on serait donc à 20 à 30%. Et globalement, la part de l'environnement qui a le plus d'impact, c'est l'environnement qui n'est pas partagé. Et donc, en gros, c'est c'est également quelque chose qui est intéressant à noter, c'est que c'est des choses qui ne sont pas forcément clairement identifiées. Les éléments de l'environnement qui ont un impact positif ou négatif sur le facteur G, c'est pas clairement identifié. Ça peut être additif, ça peut être une multitude de petites choses d'un environnement qui va avoir des effets quand même significatifs sur le résultat final, mais on n'a pas une chose en particulier qui fait que cet environnement va être positif et va nous apporter le maximum, et cet environnement est négatif, il va nous apporter le minimum. Comme vous avez vu sur l'épisode précédent, on ne sait pas trop en fait. Voilà. Ok, allez, maintenant on va essayer, maintenant qu'on a vu à peu près à quoi s'attendre en termes de proportion qui est déterminée génétiquement, on va essayer de trouver sur l'ADN en particulier, ok, eh bien, les différentes parties qui sont responsables justement des capacités cognitives. Parce que ce serait vachement intéressant, ça veut dire qu'en étudiant ensuite votre ADN, je pourrais déterminer votre niveau d'intelligence. On en est encore loin, mais vous allez voir qu'on a fait d'énormes progrès. Donc pour ça, on va utiliser un autre type d'études, on va utiliser les études GWAS et cette fois, on ne va pas du tout étudier les jumeaux. À l'inverse de l'étude des jumeaux, on va essayer d'étudier des gens qui ont des génotypes qui sont les plus opposés possibles, les plus éloignés possibles. En tout cas, des capitales génétiques qui sont les plus éloignés possibles. Et comme ça, le but du jeu, c'est que s'ils ont un trait en commun et qu'ils ont tout le reste qui est le plus différent possible, eh ben, on va essayer de déterminer cette partie en commun qui permettrait d'expliquer un trait en particulier, notamment l'intelligence. Alors, je vous ai sélectionné donc des études les plus importantes, hein, comme d'habitude. C'est encore un domaine qui évolue beaucoup et qui est loin. Par contre, on est loin, très loin d'avoir fait pour l'instant le tour, puisque tout ce qui va toucher à la génétique, encore une fois moléculaire, c'est très 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 compliqué. On apprend des nouvelles choses constamment, et donc c'est un sujet c'est un domaine qui évolue beaucoup et qui est très riche. Voilà, donc pour résumer, on a 70% sur la fourchette basse, on est plutôt à 70% d'héritabilité au niveau de l'intelligence, c'est-à-dire que 70% de notre intelligence provient directement de notre génétique, et du coup, ça se trouve sur l'ADN. Mais où sur l'ADN? C'est ça qui va nous intéresser, et c'est justement ce qui va nous permettre de trouver les Genome-Wide Association Study, hein, les GWAS. Alors, je vous explique brièvement le principe des GWAS. Vous avez un très très grand nombre de personnes, des centaines de milliers, plus on en a, mieux c'est. Et l'idée, c'est qu'on va mesurer le quotient intellectuel de chacune de ces personnes. Une fois qu'on a fait ça, donc on utilise n'importe quel test psychométrique. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va tout simplement étudier leur génome, ok. Et le but du jeu, ça va être de trouver tous les SNP qu'ont en commun les personnes avec un fort quotient intellectuel. Mais en fait, on ne va pas sélectionner que les forts quotients intellectuels. On va prendre n'importe quel type de personnes dans le pool de départ, ok. Mais on va essayer de trouver justement les SNP en commun entre toutes les personnes qui ont un QI élevé. Et du coup, eh bien, ça va nous permettre, une fois qu'on a fait ça, de pouvoir localiser à peu près l'impact de ces SNP, de voir quels sont les gènes qui pourraient être concernés donc, pour justement déterminer l'intelligence d'une personne. Donc rappelez-vous ce que c'est qu'un SNP, on l'avait dit en début d'épisode, hein, c'est simplement une variante au niveau d'un nucléotide sur votre séquence d'ADN. Okay, un locus en particulier, donc le locus, rappelez-vous que c'est un emplacement, c'est une adresse sur votre ADN, tout simplement. Et on parle également d'allèles. Hein. Vous avez un SNP, vous allez avoir une variante en particulier d'un SNP. Vous avez donc 4 possibilités pour chaque nucléotide. Mais quand vous avez une variante, eh bien, c'est ce qu'on appelle un allèle de SNP pour une variante en particulier. Exactement comme pour les gènes. Mais le terme d'allèle n'est pas spécifique aux gènes. Ok, et donc le but du jeu, ça va être de répertorier justement tous ces locus pour pouvoir déterminer le quotient intellectuel. Alors, en pratique, comment ça se passe? Pour chacun des SNP, il va y avoir, un impact. On va essayer de déterminer l'impact pour chaque SNP différent. On va essayer de déterminer l'impact au niveau de l'intelligence. Donc d'abord, on va repérer les SNP qui ont un impact sur l'intelligence. Et une fois qu'on les a repérés, on va essayer de déterminer quel est cet impact. D'accord? Donc rappelez-vous qu'au niveau de votre ADN, vous avez pour chacun des chromosomes, vous avez 2 versions. Une version du père et une version de la mère. Et que du coup, vous avez en gros 2 fois le même gène, mais on peut avoir des allèles différents pour ce gène. Et donc, on peut évidemment, de la même façon, on peut avoir soit un SNP qui va être présent à la fois chez le père et chez la mère, soit le SNP va être présent que chez le père, soit que chez la mère, ou soit le SNP n'est pas présent. Okay, donc, à chaque fois, on va faire une régression linéaire. On va mesurer donc le quotient intellectuel d'une personne en fonction de s'il a ce SNP ou pas, en fonction de s'il a une version ou pas, et en fonction de s'il a 2 versions ou pas. On va mesurer son QI, on va faire une régression linéaire, on va obtenir une droite comme ça, qui va nous permettre de déterminer l'impact de la présence du SNP sur justement le niveau d'intelligence. Donc là, vous avez quelque chose qui est très schématique, puisqu'on va voir que les SNP ont en réalité un impact qui est très très faible. Pour un SNP en particulier, on a un impact qui est très très faible sur l'intelligence au total.
Donc, GWAS, ça va fonctionner avec le modèle additif et exclusivement avec le modèle additif. Ce qu'on va pouvoir dire grâce au GWAS, c'est est-ce que vous avez ce SNP ou est-ce que vous ne l'avez pas, ok. Mais ce qu'on ne va pas pouvoir faire, c'est déterminer s'il y a une interaction compliquée entre un gène et un autre gène. Et si vous avez la présence de deux gènes en particulier, ça va démultiplier l'effet, par exemple, sur l'intelligence. Ça, on n'est pas capable de le faire. Tout ce qu'on va pouvoir dire, c'est ce SNP est lié à plus d'intelligence, soit il est présent, soit il n'est pas présent. Donc on va être limité, on ne va jamais pouvoir vraiment atteindre la totalité de l'héritabilité grâce à cette méthodologie, mais on va pouvoir s'en approcher parce qu'il y a quand même beaucoup d'additifs dans la détermination de l'intelligence. D'autre part, les études GWAS fonctionnent avec ce qu'on appelle les puces SNP. Ok, donc les puces SNP, vous pouvez voir ça un petit peu comme une espèce de plaque sur laquelle vous allez poser un chromosome ou l'ADN. Et en gros, eh ben, cette plaque va avoir pour tâche, il y avait une puce qui va avoir pour tâche de repérer une variante en particulier pour un nucléotide, à un emplacement précis, évidemment. Et du coup, c'est ce qui va nous permettre de déterminer des variantes. Alors, il y a également un autre type d'études qui ressemble beaucoup au GWAS, qui sont les WGS. Donc ça, c'est pour Whole Genome Sequencing. Okay. L'idée, ça va fonctionner à peu près de la même façon avec le modèle additif. Ça va être de la même façon, on va dire si oui ou non il y a présence ou pas de SNP, sauf que le Whole Genome Sequencing utilise une autre méthode que les puces SNP. On va utiliser ce qu'on appelle le séquençage, et le séquençage, c'est une autre façon complète de déterminer, d'analyser exactement pareil, la composition totale de l'ADN, sauf que dans le cadre du WGS, eh bien, on va vraiment regarder l'intégralité de toute la composition de l'ADN. Là où la GWAS, on ne va pas tout avoir. On va avoir une grosse partie, mais on va être limité par les puces SNP, donc on va avoir qu'une portion, on ne va pas tout avoir. Là où le WGS, on va tout avoir. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les deux méthodes ont des implications très différentes, puisque les puces SNP, c'est très peu cher. On peut étudier quasiment la totalité d'un génome avec à moins de $50. Là où, pour faire un séquençage d'ADN, il faut une machine très différente, beaucoup plus puissante, et qui coûte beaucoup plus cher, et que ça peut coûter jusqu'aux $1000 par personne. Et comme il faut des très grands nombres d'ADN, enfin de génomes différents pour pouvoir commencer à tirer des conclusions, parce que c'est très compliqué, il y a beaucoup de combinaisons possibles, vous vous en doutez, et ben ça coûte très cher. Du coup, on n'en a quasiment pas des WGS, et en général, les études de type WGS, en fait, ce n'est pas des études qu'on va spécialement dédier à l'intelligence. Okay, on va faire ces séquençages, et ensuite on peut les utiliser pour plein de types d'études différentes, mais en général, on va plutôt les utiliser pour déterminer des variantes liées à des maladies ou ce genre de choses. Donc pour vous faire une idée des ordres de grandeur, globalement sur les GWAS, on va scanner entre 1 et 2% du génome, en général la partie dédiée au gène. Là où pour les WGS, eh bien, on va scanner simplement 100% du génome. Ok, allez, première étude, donc je vais vous présenter les principales études. Vous allez voir que ça va aller assez vite, puisque le principe c'est qu'on va repérer de plus en plus de SNP qui vont être liés à l'intelligence, et je vais vous présenter un petit peu à quoi ça ressemble, mais bon, il n'y a rien d'extraordinaire. On va également pouvoir, grâce à l'étude des profils génétiques, quand on va analyser votre génome, on va pouvoir également analyser plein de choses, pas seulement l'intelligence. Et du coup, on va pouvoir faire ce qu'on appelle des corrélations génétiques entre différents traits. Donc, c'est une étude qui date de 2018. Globalement, les études que je vais vous présenter sont des études assez récentes, mais là, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de feedback, de recul, tout simplement parce qu'on étudie l'ADN. Donc, bon, il n'y a pas besoin d'avoir voilà. C'est pas quelque chose qui va changer du tout au tout ou des modèles complètement révolutionnaires. Donc là, on a fait une étude sur 300 000 individus, donc beaucoup d'individus. Ça a été publié sur... le groupe de publication, c'est Nature, tout simplement, Nature Publishing. Donc extrêmement solide en termes de... C'est une référence, tout simplement. Dès que vous voyez Nature, globalement, c'est référence. Vous n'avez pas besoin de vous poser la question si c'est une étude sérieuse ou pas. Donc, étude très sérieuse où on a justement donc, récupéré plein d'informations sur des SNP liées à la cognition. Donc, je vous présente un petit peu ce que ça donne. En tout cas, dès qu'il y a des choses un peu visibles dans les études, je vais vous les présenter, puisque c'est quand même plus sympa que simplement vous en parler et d'avoir du texte. Donc, l'idée ici, c'est qu'on on a repéré tous les SNP d'un génome, ok, en tout cas, un grand nombre de SNP d'un génome. Et l'idée, c'est qu'ici, c'est ce qu'on appelle un Manhattan plot. Ici, on a, pour chacun des chromosomes, en bas, en abscisse et en ordonnée, on a l'impact. Donc, chaque point représente un SNP, ok. L'emplacement du point, c'est un emplacement sur le chromosome, en l'occurrence. Et plus le point est élevé, plus il est haut ici, plus l'impact sur la cognition est importante, tout simplement. Donc on peut voir que ici la limite, donc il y a une limite qui est significative, c'est la limite bleue, et pour tout ce qui est GWAS, pour qu'on compte véritablement le SNP comme étant significatif dans les études GWAS, eh bien en général on va plutôt prendre une limite plus haute, et là ici elle est représentée par la limite rouge, la ligne rouge. Donc on peut voir qu'il y a énormément ici de SNP, on a trouvé énormément de SNP liés à l'intelligence.
Et donc là, ici, les SNP qui sont le plus corrélés à l'intelligence, c'est ceux qu'on va retrouver sur le chromosome 6. Ensuite, je vous ai fait la même, mais cette fois basé sur les gènes. Donc là, il y a beaucoup moins de points, puisque rappelez-vous qu'un gène, c'est un ensemble beaucoup plus important de nucléotides. Du coup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de points, puisque chaque SNP, un SNP, c'est un nucléotide, mais un gène est composé de jusqu'à plusieurs centaines de milliers de nucléotides. Donc là, on retrouve également l'impact de chacun des gènes qui sont impliqués dans l'intelligence. Et là, qu'est-ce qu'on constate en gros déjà avec ce type de plot? On constate qu'il y a énormément de gènes qui sont impliqués dans l'intelligence et que chacun de ces gènes impliqués dans l'intelligence ont une implication qui est limitée. Vous voyez, c'est la première observation qu'on peut faire. Donc il n'y a pas un gène de l'intelligence, il y en a des milliers. Cette étude, on a repéré donc 11 600 SNP qui ont un impact sur les fonctions cognitives, répartis dans 148 loci. Donc un loci peut contenir plusieurs SNP, hein. On les a globalement regroupés. Rappelez-vous que voilà, c'est pas un loci, un SNP. En général, quand on fait référence à un locus en particulier, on va regrouper plein de SNP. Et ça va concerner 709 gènes au total. Donc énormément de gènes comme vous pouvez le voir, et ça va augmenter avec le temps, vous allez voir. Alors on a trouvé également, donc là je vous les mets à chaque fois les corrélations génétiques parce que c'est trop intéressant. Donc vous avez une corrélation qui est assez significative avec la myopie typiquement. Ce que ça veut dire que quand vous allez avoir plus votre génétique, plus vous allez avoir un quotient intellectuel élevé, plus vous avez de chances d'être myope. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et vous avez également une corrélation négative avec le profil génétique d'un individu qui aurait des dépressions. C'est-à-dire que vous avez moins de chances d'avoir de dépression quand vous avez un haut niveau d'intelligence. Donc c'est vachement intéressant. Comme ça, on peut voir qu'il y a plein de choses qui vont être liées. Et vous allez voir que globalement, toutes les maladies mentales ou toutes les déficiences mentales, intellectuelles, liées au cerveau, sont directement corrélées négativement avec l'intelligence. Alors, on va partir sur une autre étude de nature, grosse étude de GWAS sur 269 000 individus, qui date également de 2018, donc celle-là a été publiée dans Nature Genetics, qui fait partie donc du groupe Nature, hein. Globalement, donc on a étudié 269 000 individus, ce qui est beaucoup, énormément de citations, étude très sérieuse encore une fois. Donc là, on va retrouver les mêmes types de schémas, hein, puisqu'à chaque fois, ça va être la même chose. Ça va être d'essayer de trouver donc, les SNP qui sont responsables le plus possible de l'intelligence, qui ont le plus gros impact sur l'intelligence. Donc on a toujours ce même type de graphe. On a repéré dans cette étude des nouveaux loci et des nouveaux gènes. À chaque fois, il faut bien comprendre qu'à chaque fois qu'on fait une nouvelle étude GWAS, on va trouver des loci qu'on connaissait déjà et on va en trouver des nouveaux à chaque fois. Et du coup, on va accumuler comme ça les loci au fur et à mesure. On va en accumuler de plus en plus. Et donc là, on a repéré 1016 gènes sur cette étude. Donc vous voyez, ça augmente, ça augmente, ça augmente. On a également trouvé plein de corrélations génétiques hyper intéressantes. Donc on a le niveau d'éducation qui est extrêmement corrélé avec l'intelligence. Là, on trouve une corrélation génétique de 0,7. C'est vraiment énorme. Donc ça veut dire en gros que vous prenez les personnes qui ont un haut niveau d'études, vous faites leur séquençage, enfin vous regardez leur génome, vous prenez les personnes avec un haut quotient intellectuel, vous regardez leur génome et vous avez une corrélation de 0,7. Juste pour vous faire une idée. On savait déjà qu'il y avait une corrélation, mais là, elle est génétiquement prouvée. Ensuite, on a également donc, une grosse corrélation génétique avec les personnes qui vivent plus longtemps, 0,43 c'est beaucoup. Et on a également une corrélation positive avec l'autisme, 0,25. Ensuite, en corrélation négative, on a le TDAH, c'est les troubles de l'attention en gros, et avec ou sans hyperactivité. Voilà, donc plus vous avez des capacités cognitives importantes, moins vous avez de chances d'avoir des troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. On voit qu'il y a également une corrélation négative avec la schizophrénie et une corrélation également négative avec Alzheimer. Donc vous voyez, toutes les pathologies qu'on va retrouver sur le cerveau, très souvent, plus vous avez un cerveau performant, moins vous avez de chances d'avoir ces pathologies. Et également, là, on a retrouvé la dépression. On avait déjà vu que la dépression avait déjà été trouvée. Ok, ensuite, nouvelle étude, donc encore une fois, une très très grosse étude sur 34 000 personnes qui date cette fois de 2022, c'est pour ça que je l'ai sélectionné, hein, c'est une revue qui est tout à fait sérieuse également, de plus en plus de citations, mais aucun doute qu'elle en aura beaucoup de citations à terme. Alors, donc là, je vous ai sélectionné des choses intéressantes sur cette étude en particulier pour changer un petit peu, parce qu'encore une fois, on va retrouver les plots Manhattan, ok, pour voir des nouveaux gènes et des nouveaux SNP qui sont concernés, qui concernent les capacités cognitives. Mais là, ce qui était intéressant, c'est de voir que les gènes qui étaient concernés, là, on a fait en gros un schéma de les zones du cerveau qui sont impactées par ces gènes, justement. Donc, la plupart des gènes, évidemment, qui ont un impact sur l'intelligence, ont un impact sur le cerveau, sur certaines parties du cerveau. Là, on a fait une map, et vous voyez que c'est très intéressant. On peut voir les zones qui sont le plus concernées, justement, par ces gènes.
Alors, ce qui m'avait vraiment fasciné dans cette étude, c'était les corrélations génétiques. Ils en ont fait beaucoup avec plein de critères différents et donc c'était vachement intéressant. Donc ici en bas, on peut voir qu'au niveau de l'abscisse, au niveau des échelles, on a la barre du milieu qui veut dire qu'il n'y a aucune corrélation génétique, OK? Ensuite, plus on va à droite, plus il y a une corrélation qui est forte, plus on va à gauche, plus on a une corrélation négative qui est forte, OK? En violet, donc le point violet, c'est le full scale IQ, donc c'est un QI total avec fluide et cristallisé. Et le multivariate GenLang, c'est en gros plutôt de l'intelligence cristallisée, puisque ça va être sur la lecture-écriture. Et vous allez voir que ça va être vachement amusant. Donc, je vous rappelle le principe. Le principe, hein, c'est qu'on a ici des traits qu'on a décrits. Ok. Ces traits, on fait tout simplement le profil génétique des personnes qui ont ces traits. Et ensuite, on compare avec le profil génétique des personnes intelligentes. Et on regarde les niveaux de corrélation ou les corrélations positives ou les corrélations négatives. Donc, bon, pour tout ce qui est cognitif, c'est pas très intéressant. Les différentes, le QI à l'enfance sont corrélés, etc., etc. Donc ça, c'est rien d'extraordinaire. Au niveau de l'éducation, bon, bah, plus vous allez loin dans l'éducation, plus vous avez des degrés impressionnants, plus vous êtes intelligent. Donc là, il n'y a rien d'extraordinaire. On savait déjà. Au niveau du eyesight, donc ça, c'est intéressant. Sur la vue, dès que vous avez besoin de lunettes, il y a une corrélation avec l'intelligence. Voilà, qui est assez importante, hein, somme toute, vous voyez, c'est pas négligeable. Et notamment les lunettes pour astigmatisme. Donc là, vous avez UKBB, et quand vous voyez UKBB, c'est la banque UK de Biobank. Okay, donc c'est une banque qui est en Angleterre, qui est réputée, hein, qui est utilisée pour la plupart des études, sur laquelle on va avoir une quantité astronomique justement d'informations sur des génomes. Voilà, donc si vous avez astigmate, c'est ce qui est le plus corrélé avec l'intelligence, et d'une façon générale, dès que vous avez des problèmes de vue, et ben, en général, c'est corrélé avec une intelligence qui est plus importante. D'ailleurs, ça peut être mis en lien éventuellement, donc j'ai pas retrouvé exactement d'études, mais en gros, vous avez la taille du cerveau qui est également corrélée avec l'intelligence, et probablement que plus vous avez un cerveau qui est gros, plus ça peut impacter probablement la vue. Et ça peut justement déséquilibrer, ce qui va nécessiter ensuite l'utilisation de lunettes. Bon, là, je vous dis ça comme ça. Pour ce qui est de la corrélation avec la taille du cerveau, ça c'est certain. On en reparlera juste après. Mais par contre, pour l'association des deux, ça c'est pas sûr. Alors, ici, donc chronotype, morning, evening person. Donc ça, c'est intéressant. Si quelqu'un vous dit que vous couchez tard et que l'avenir appartient aux gens qui se lèvent tôt ou tout ça, oui, mais en fait, non. Hein. Vous voyez que la corrélation est quasiment nulle entre le fait que vous soyez une personne du soir ou du matin. Lifestyle, donc ça, c'est également très, très intéressant. Si le profil génétique des gens qui boivent du vin blanc, c'est ce qui est le plus corrélé avec l'intelligence. Red wine, ici, on peut voir que c'est assez important, mais là, on n'a pas le full scale IQ pour le red wine. Et beer et cider, ok. Donc, on peut voir que c'est corrélé négativement. Bon, là, c'est pas très important. Hein. Donc, globalement, la corrélation est quasiment quasiment nulle. Pas nulle, hein, quand même significative. On est entre 0,2 et 0,4. Hein, donc, pas nul, mais bon. Et c'est pas culturel, là. On parle pas du tout de culture, là. On compare des génomes. Hein. Ensuite, on a d'une façon générale le fait de prendre de l'alcool, par contre, est corrélé négativement avec le QI, hein, en moyenne, évidemment. Par contre, le fait de n'avoir jamais bu d'alcool est également corrélé négativement avec le QI. Et si vous vous souvenez bien, je vous avais dit qu'il y a une corrélation entre l'ouverture d'esprit et le fait et l'intelligence. C'était le seul trait de caractère qui était corrélé. Peut-être que c'est lié à ça, j'en sais rien. Là, peut-être que j'invente. Pareil pour qui n'a jamais fumé. Drive too fast, par contre, le fait de conduire trop vite, c'est corrélé positivement avec l'intelligence. Time spent using a computer, plus vous passez de temps sur votre ordinateur, plus c'est corrélé avec l'intelligence également, ce qui est intéressant. Par contre, plus vous passez de temps à conduire, moins c'est corrélé négativement. Le temps passé à conduire est corrélé négativement avec l'intelligence. Et le temps que vous passez à regarder la télé est hautement corrélé avec une intelligence inférieure. Intéressant. Ensuite, well-being. Donc globalement, dès que vous êtes seul, dès que vous avez dès que vous avez des problèmes de mood, voilà, vous vous sentez triste, vous êtes dépressif, vous vous sentez seul, vous vous sentez blessé, dès que vous avez des problèmes, en gros, d'une façon générale, plus ça va être corrélé avec une intelligence négative, enfin, plus ça va être corrélé négativement avec l'intelligence. Alors, l'autisme, on avait vu que c'était corrélé positivement. Bah, là, c'est toujours le cas. Okay. Par contre, la dépression est corrélée négativement. Et les PGC cross disorder, donc quand vous avez plein de problèmes à la fois, c'est également corrélé négativement. Au niveau des pains, tous les types de douleurs que vous pourriez avoir est également corrélé négativement avec l'intelligence. Là aussi, c'est vachement intéressant. Sur le physical health et exercise, on se rend compte ici que plus vous faites d'activité physique, plus c'est corrélé négativement avec l'intelligence, ce qui est assez étonnant. Par contre, le fait de se tenir droit, par exemple, c'est corrélé positivement avec l'intelligence. Bon, là, on parle de 0,2. Hein. Très honnêtement, 0,2, on peut quasiment dire que c'est négligeable.
Voilà, c'est simplement plus amusant qu'autre chose. Au niveau du statut socio-économique, par contre, là, ouais, là, c'est intéressant. Donc, unpaid ou voluntary job, donc le fait de faire un boulot qui n'est pas payé, eh ben, c'est hautement corrélé avec l'intelligence. Le fait d'avoir un boulot payé est également corrélé avec l'intelligence. Qu'est-ce qui est corrélé négativement? Quand vous travaillez dans un endroit qui est bruyant, c'est corrélé, hautement corrélé négativement. Dès que vous devez marcher ou vous tenir droit dans un job, c'est hautement corrélé négativement. Là, c'est vraiment très important. Moins 0,8, c'est très important. Dès que vous avez un job qui est physique, c'est corrélé hautement négativement avec l'intelligence. Les jobs qui nécessitent un shift, donc typiquement à l'usine, c'est hautement corrélé également avec, négativement avec l'intelligence. Voilà, globalement, hein. Donc si vous ne bougez pas, que vous ne faites pas de sport, que vous passez votre temps sur un ordinateur, que vous buvez du vin blanc, vous avez de fortes chances d'être très intelligent. Non, je rigole, mais il y a quand même des fortes corrélations. OK, voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ah oui, une dernière étude, donc Genetics, donc Nature, encore une fois, Nature Genetics. Donc là, c'est publié par le groupe Nature, hein, exactement la même chose. Et c'était également une étude qui est intéressante. Alors, elle date de 2005, elle est un petit peu plus vieille, mais elle résume en gros toutes les années d'avant. C'est une grosse étude qui résume beaucoup, beaucoup de choses, et du coup, elle est vachement intéressante. Et donc là, je vais vous faire la suite des découvertes qui ont été faites, parce qu'ils disent qu'il y a 5 findings. En gros, il y a 5 clés de compréhension très importantes sur l'intelligence en lien avec la génétique. Je vais vous faire donc des bullet points cette fois pour le résumer, parce que globalement, il n'y a rien vraiment de visuel. Donc, première chose, entre 50 et 80% de la variance interindividuelle en intelligence est due à des facteurs génétiques. Donc, moi, je vous avais dit 70. Globalement, de ce que j'ai trouvé, on est plutôt aux alentours de 70-80. Mais là, en prenant large, on est entre 50 et 80%. Donc ça, c'est Nature. Encore une fois, c'est vraiment la crème de la crème en termes de revues scientifiques. Si vous croyez à la science, hein. Ensuite, environ 20 à 30% de la variance est expliquée par les SNP communs mesurés par les GWAS. Encore une fois, comme je vous ai expliqué, les GWAS ne permettent que mesurer que ce qui est additif, que le modèle additif, mais pas encore une fois les relations complexes intergènes et également avec l'environnement. Mais c'est quand même beaucoup. Ça date de 2015, hein. On a fait beaucoup de progrès depuis, on a repéré plein de nouveaux SNP, donc évidemment ça a avancé depuis. Donc là, c'est vraiment la fourchette basse. Ensuite, des centaines, voire des milliers de variants génétiques contribuent à l'intelligence, donc ça on a vu, et chacun avec un effet minuscule. Donc ça, on le savait, beaucoup de gènes, des milliers de gènes sont concernent l'intelligence. Donc c'est pas un seul gène. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on a une stabilité aussi importante peut-être à l'échelle de l'espèce. Ensuite, les niveaux, donc là le niveau d'éducation qui est hautement corrélé avec l'intelligence, bon ça on le savait déjà, mais c'est marrant qu'on puisse le retrouver au travers de l'étude des génomes. Et ensuite, on a également la capacité cognitive durant la vieillesse qui est hautement préservée si vous avez une intelligence qui est plus importante. Et la taille du cerveau est également corrélée avec l'intelligence. Ce n'est pas une corrélation qui est très très importante, la taille du cerveau, mais qui est significative. Et ensuite, on a vu qu'il y avait des corrélations négatives avec tous les troubles, notamment du cerveau. Donc ça, on le savait déjà. Ensuite, on a les polygenic scores, donc pour l'intelligence ou les années d'éducation. On peut prédire donc les performances aux tests cognitifs, on peut prédire les résultats scolaires, on peut prédire la santé mentale, la longévité et même le statut socio-économique. Donc, en gros, très bientôt, c'est déjà le cas, on peut déjà, en regardant votre génome, donc vous donnez un petit bout de vos cheveux là, on regarde votre ADN, on fait un score polygénique, et on peut déjà, par rapport à l'étude de vos SNP, on peut déjà prédire un certain nombre de choses. Bon, on ne peut pas encore tout prédire, hein. Mais ça, c'est ce qui est dit dans l'étude. Ensuite, on a environ 10 à 15% de la variance en intelligence qui peut être prédite via les scores polygéniques. Sachant qu'il y a 10 ans, on pouvait en prédire 0. Et là, ça date de 2015. Vous voyez, ça avance très très rapidement. Et donc 10 à 15% de la variance, je vais vous montrer après ce que ça représente. Parce qu'on se dit, bon, 10 à 15% de la variance en intelligence, on se dit que c'est assez faible. Vous allez voir qu'en fait, c'est loin d'être ridicule. Alors, avant, je voulais vous montrer donc une dernière étude de Nature, encore une fois. Pourquoi cette étude? Parce que cette étude, c'est la seule étude WGS, donc le World Genome Sequencing que j'ai trouvé. 485 930 participants, encore une fois, c'est Nature Genetics, donc la crème de la crème, issus de UK Biobank. Vous voyez, le UKBB, elle est utilisée partout. Et on a fait 43 000 séquençages pour cette étude. Donc, même si on a beaucoup de participants, on n'a fait que 43 000 séquençages complets, ce qui est beaucoup, hein. Alors, donc là, je vais vous donner des informations un peu différentes de ce qu'on a trouvé. C'est une étude qui est très récente, mais là, on a déterminé
quelque chose de vachement intéressant, c'est que on a des variants LOF qui représentent en gros la plupart des différences qu'on va retrouver, enfin qui ont un très 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 gros impact sur les capacités cognitives. Alors qu'est-ce que c'est qu'un variant LOF? Donc comme je vous ai dit, parfois vous avez des SNP. Des SNP, c'est des variances au niveau du nucléotide. Ce SNP, ce qu'il peut faire parfois, c'est qu'il va entraîner une perte du fonction du gène qui est concerné. Donc sur l'emplacement d'un gène, eh bien vous avez donc une séquence de nucléotides. Sur cette séquence de nucléotides, vous en avez un qui est différent. Et ce nucléotide en particulier qui est différent peut entraîner une perte de fonction du gène. Donc le gène ne fonctionne plus ou alors fonctionne mal. Et ben, en général, c'est ce qu'on appelle des variants LOF, Lost of Function. Et ben, en général, ces variants, ils sont dramatiques quand ils concernent des gènes qui ont un impact sur l'intelligence, puisque ça peut entraîner une perte de 0,5 écart type, ce qui représente donc les écarts types de 15, ok, pour ce qui est de l'intelligence, donc ça représente une perte de 7,5 points de QI pour un variant de LOF. Donc les variants LOF, c'est dramatique. Et ensuite, pour ce qui est des autres SNP, on avait vu qu'il y en avait plein qui concernaient donc l'intelligence. Et en général, les impacts de chacun de ces SNP est minuscule. On est à 0,01 écart type, donc ce qui représente 0,15 points d'impact. Donc ça, c'est intéressant. Les gènes, donc comme je vous ai dit, les gènes, ce qu'on repère surtout sur ces séquences, c'est que les gènes impactant l'intelligence supportent très très mal les mutations. Et en général, quand on va avoir des mutations sur ces gènes, ça va entraîner des cas d'autisme, ça va entraîner des DI, donc des Intellectual Deficiency, donc des déficiences intellectuelles sévères, donc là on parle de cas en dessous de 70 de QI, et ça va entraîner également de l'épilepsie. Enfin, vous voyez, ça va en gros, les mutations sur les gènes responsables de l'intelligence, et surtout ceux qui sont très responsables de l'intelligence, ont en général des conséquences désastreuses. Et globalement, la majorité des variants, donc les variants ici, on parle de variants par un SNP qui va entraîner un gène différent, donc un variant, et ben en général, elles vont avoir un impact délétère sur l'intelligence de la personne, plus qu'amélioratif. D'ailleurs, très 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 souvent, beaucoup plus délétère qu'amélioratif. Voilà, donc c'est à peu près tout ce qu'on vous pouvez retourner de cette étude. Donc pour résumer, à l'heure actuelle, on a trouvé, donc en termes de loci, on a trouvé entre 400 et 600 loci qui ont un impact sur l'intelligence. Vous voyez, c'est beaucoup, ça monte, ça monte, ça monte. Chaque locus, donc rappelez-vous que loci, c'est le pluriel de locus. Chaque locus représente entre 0,15 et 0,4 points de QI. Donc vous pouvez voir que c'est très faible. Mais il y en a beaucoup. Et on a vu que pour certaines combinaisons malchanceuses où ça entraîne une perte de fonction d'un gène, voilà, vous avez un impact qui est beaucoup plus important. Voilà, et pour l'instant, donc on peut prédire, avec votre ADN, on peut prédire entre 10 et 15% de la variance de votre quotient intellectuel. Okay, je peux prédire entre 10 et 15% de votre quotient intellectuel sur les 50 à 80 qui sont génétiquement déterminés, okay, donc qui sont héréditaires, qui sont directement déterminés par votre ADN. Donc on a toujours une héritabilité manquante entre 40 et 65%, ce qui est beaucoup. C'est-à-dire que si on prend par exemple 80%, si on prend la fourchette haute de 80%, eh ben on peut expliquer 15% grâce à votre ADN, mais pour l'instant, il y a toujours 65% qu'on est incapable d'expliquer, mais on sait que ça provient des gènes, puisqu'on les a trouvés. Rappelez-vous qu'on a trouvé ça grâce à l'étude des jumeaux. Mais pour l'instant, on ne sait pas. On va avancer petit à petit, ça avance très vite. Ok, donc comme je vous ai dit, le score polygénique, on va prendre votre ADN, on va regarder tous vos SNP et on va comparer avec les SNP. On va regarder le nombre de SNP que vous avez qui sont associés à l'intelligence, ok. Et plus vous en avez, plus votre score polygénique va être élevé. Et on peut faire un score polygénique en fonction de différents traits. Après, vous pouvez faire autant de traits que vous voulez. Une fois que vous avez fait votre séquençage, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Voilà, donc vous pouvez avoir le pire score polygénique si vous n'avez aucun des SNP qui concernent l'intelligence. Et le meilleur score polygénique, c'est que vous les avez tous, globalement. Alors, comme je vous ai dit, 10 à 15%, on peut faire votre score polygénique, mais qu'est-ce que ça voudrait dire une fois que vous avez récupéré votre score? Si je peux expliquer entre 10 et 15% du QI. Ça paraît assez faible. Donc je vous ai représenté ce que ça pourrait donner sur une représentation sur la courbe de Gauss, par exemple. Donc si vous avez le score parfait, donc là je vous ai mis le cas où vous avez le score parfait, vous avez quasiment un décalage d'un écart type. Donc c'est énorme, ça veut dire que quasiment votre moyenne, plutôt qu'être à 100 comme le commun des mortels si vous avez un score polygénique moyen, eh ben, vous seriez aux alentours de 113,5, ok. Donc pas 115, un tout petit peu moins d'un écart type, mais vous auriez quasiment un décalage d'un écart type. Ça veut dire que la courbe de Gauss, pour toutes les personnes qui ont pour l'instant le score polygénique parfait, est décalée d'un cran à droite, okay, d'un écart type. Et de la même façon, si vous avez le pire score, eh ben, vous avez un décalage qui va être à gauche d'un écart type, de 13,5, encore une fois. Donc au lieu d'avoir une moyenne à 100, vous auriez une moyenne aux alentours de 86,5.
Voilà, donc je vous ai fait les courbes pour bien que vous vous rendez compte à quel point déjà avec 10-15%, à quel point c'est important. Et imaginez avec plus. Donc ici, je vous ai fait la courbe avec une moyenne à 86. Ok. Donc vous pouvez voir que la probabilité d'avoir 100 de QI ou plus, bon, de 101, on va dire 101 de QI ou plus, parce que c'est un écart type ou plus, elle est aux alentours de 15,87%. Au lieu d'avoir, sur une moyenne à 100, 50% de chance d'avoir 100 de QI ou plus, si vous avez un décalage d'un écart type, vous avez 15,87% de chance d'avoir 100 de QI ou plus. Vous vous rendez compte de l'impact juste pour les 10 à 15%? C'est colossal. Si vous avez la génétique parfaite, à la différence, si on reprend ici le 1 écart type, il correspond à 128 de QI, puisque la moyenne est à 113,5. Okay, donc on a 128 pour la même chose, hein, pour les 15,87, on a 128 de QI. Et par contre, vous avez 81,6% de chance d'avoir plus de 100 de QI. C'est énorme. Maintenant, je vous ai fait l'hypothèse qu'à terme, on va dire qu'on va continuer à étudier les SNP, on va continuer à faire des études WGAS, on va continuer à faire des WGS. On va découvrir de plus en plus de LECI. Mettons qu'on arrive à 40% de prédiction sur les 80%. Okay, donc la moitié. La moitié de ce qui est héréditaire, on va dire qu'on peut prédire 40%, rien qu'avec le modèle additif. Chose qui est tout à fait probable. Hein. Eh bien, je vous ai calculé ce que ça voudrait dire en termes de quotient intellectuel. Ça voudrait dire que si vous avez le score parfait et qu'on peut prédire 40% de votre QI, ça voudrait dire que vous avez 92,9% de chance d'avoir 100 de QI ou plus, au lieu de 50. Hein, évidemment, avec un score moyen. Vous auriez 21% de chance d'avoir plus de 130 de QI. Et vous auriez 6,32% de chance d'avoir plus de 145 de QI. Donc là, on parle de 3 écarts types. Donc rappelez-vous que ça représente 0,1% sur une personne lambda. Sans score polygénique, vous avez 0,1% de chance d'avoir plus de 145 de QI. 3 écarts types. Là, avec le score polygénique parfait, dans l'hypothèse de 40%, vous avez 6,32%. Donc c'est énorme. Ça n'a rien à voir. Et pour ce qui est de la pire génétique que vous pourriez avoir dans ce cas de figure, si on arrive à prédire encore une fois 40%, eh bien vous auriez que 7,2% de chance d'avoir 100 de QI ou plus. 7,2%. Vous auriez 0,026% de chance d'avoir plus de 130 de QI. Et vous auriez 0,00037% de chance d'avoir plus de 145 de QI. Ok, allez, c'est tout pour cet épisode. Dans l'épisode suivant, on va s'intéresser au quotient intellectuel donc sous le scope de la neuroscience, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser au cerveau, les différents emplacements du cerveau qui sont concernés par l'intelligence. On va parler matière grise, on va parler matière blanche, on va parler connexion, on va parler neurones, ce genre de choses. Ça va être un épisode qui va être plus court, mais qui va également être très intéressant. Vous allez également apprendre plein de choses. Et comme d'habitude, n'hésitez pas évidemment à vous abonner à la chaîne si le travail vous plaît. Et je vous retrouve très vite donc pour le prochain épisode.